Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette 21e édition de El Clasico, toujours accompagné de Sacha, comment ça va? Bah, ça va super, je suis très content hein, d'être encore là, encore un lundi soir, Encore là, comme d'habitude, ça bouge encore pas. 21 semaines d'affilée. Et oui, excuse-nous Ouais. du retard, on a eu quelques contretemps, mais au moins on est là, c'est Et déjà toi, ça. comment tu vas? Moi ça va très bien, surtout avec la semaine qu'on a eue, ça va plutôt bien. Je pense qu'on peut commencer maintenant avec le programme comme d'habitude, on va voir un peu de quoi on va parler. D'abord les matchs du FC Barcelone, Dortmund-Barcelone en Ligue des Champions, défaite 3-1 du FC Barcelone, mais ça a permis de se qualifier, on reviendra dessus juste après. En Liga, ce samedi à 16h15, victoire dans la douleur, dans la peur du Barça. Barça Celta Vigo 4-3, victoire un peu remontadesque, hein. La remontada promise, on va en parler juste de maintenant, elle n'a pas eu lieu. On va aussi parler évidemment de cette remontada Real Madrid-Arsenal 2-1, défaite du Real Madrid sur sa propre pelouse. Le Real qui s'est bien rattrapé et qui est toujours dans la course en Liga avec cette victoire contre Bilbao. On en terminera avec un petit point sur la suite de la Liga, puisqu'il reste 6 matchs pour les deux équipes. Et on fera la preview LDC du Barça-Inter. Je pense qu'on peut aller tout de suite avec le premier sujet, Sacha. Dortmund-Barcelone, grosse défaite du Barça, grosse victoire de Dortmund. On s'attendait pas vraiment du tout à ça quand même. Bah, c'est vrai qu'on s'attendait pas à ça maintenant, c'est pas choquant après coup d'y penser, quoi, dans le sens où le Barça a vraiment tout donné à l'aller, enfin tout donné dans le sens où le Barça a quand même un peu tué la confrontation à l'aller. Et voilà, je pense qu'on pouvait quand même s'attendre à ce qu'il lève un petit peu le pied au match retour. Et plutôt en plus, il y a même si le Barça s'est quand même qualifié, je pense que Ouais. tu as un peu cru à Ah! cette qualification de Dortmund. Il y a quand même un point positif que tu ressors de ce match. Ah bah oui, la série d'invincibilité qui ne s'est pas cassée contre Benfica, qui ne s'est pas cassée même contre Benfica quand il y a eu le rouge, qui ne s'est pas cassée contre l'Atlético à 2-0. On a enfin fini avec ça. Merci. Franchement, merci beaucoup, Guirassy. Merci. Elle est enfin terminée. Alors, Dortmund-Barcelone, grosse entame de match du Borussia Dortmund, qui attaque, qui attaque, qui attaque, qui attaque, ça fait peur. Guirassy doit marquer déjà même un plus tôt dans le match. Au final, il en met un. Le Barça qui n'est juste pas simplement pas rentré dans son match, hein, il faut le dire, qui a pris un peu ça à la légère, j'imagine, qui n'a pas voulu le prioriser en même temps. Avec un tel score à l'aller, forcément, c'est compliqué d'être concentré et focus dans le match retour. Et le Barça qui arrive à tenir jusqu'à la mi-temps, on se dit, le plus dur est fait. Retour des vestiaires, Dortmund met le deuxième, donc c'est comme si c'était rien passé presque pour le Barça. Et quelques minutes après, exploit où tu arrives à marquer sur un contre son camp de Ben Sebaini. Et après, Dortmund qui met le troisième, mais ça n'ira pas plus loin. À titre personnel, j'ai eu très très peur. Alors je sais pas si j'en faisais trop, peut-être que j'en faisais trop en fonction du match, mais en tant que Barcelonais, j'en faisais pas trop du tout. J'ai eu très peur. Le Barça, ils étaient méconnaissables. C'est le pire match de la saison du FC Barcelone, je pense. Ils étaient méconnaissables dans la rencontre. Ils avaient proposé rien. Même quand ils étaient en difficulté cette saison, j'ai vu du bon, là, il y avait rien du tout. Même le but que tu marques, c'est sur un contre son camp. T'as pas réussi à mettre un but de toi par toi-même. Donc là, j'ai eu très très peur. Et il faut souligner, selon moi, l'apport d'un seul homme en particulier, même s'il y en a eu, il y en a eu quelques-uns, mais il y en a eu un vraiment au-dessus du lot. C'est celui que j'ai mis là au-dessus du logo, c'est Gavi. Pour moi, en première période, si tu ne prends pas le bouillon, si tu prends pas le deuxième, voire le troisième, c'est grâce à lui. C'est lui qui, avec sa grinta, avec sa hargne, a su réveiller et relever l'équipe. Et ben, si tu rentres au vestiaire avec seulement 1-0, en ayant gagné 4-0 à l'aller, bah, c'est grâce à lui. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de ce match de Gavi, Sacha. Je suis d'accord. Après, moi, c'est pas le seul que j'ai trouvé pas trop mal. J'ai plutôt, bon, je vais pas non plus dire que c'était incroyable, mais j'ai plutôt bien aimé le match de Lewandowski, étonnamment, contrairement aux autres attaquants. Cubarsí, c'était pas trop mal aussi. De Jong, ça dépend, mais ça allait. Et puis Chesney, il t'en sort quand même 2-3. Mais ouais, effectivement, oui, Gavi, c'était le meilleur Barcelonais du match. Ça, je suis bien d'accord. Et il avait bien enchaîné. Non, le Betis, c'était une semaine avant, mais en tout cas, il revient petit à petit, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et pour revenir sur Lewandowski, parce que c'est intéressant, c'est son meilleur match en 2025 pour moi. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est le meilleur match qu'il fait, on va dire, dans le jeu collectivement, quoi. Ouais.
Parce que oui, c'est forcément dans le résultat, pas du tout. Mais collectivement, c'est le meilleur match qu'il fait. Et c'est très bizarre, quand il fait le meilleur match, c'est là où on est les pires. Là, on fait le pire match de la saison. Parce que Mmh. il a vraiment fait techniquement ce qu'on lui demande depuis le début de saison. Ça veut dire savoir contrôler le ballon et les donner au bon moment de la meilleure des manières. C'est tout ce qu'on lui demande. Et là, il a enfin réussi à le faire. Bon, malheureusement, ça n'a pas trop porté ses fruits vu le résultat du match. Mais oui, Koubarsi aussi. Koubarsi, il a porté la hargne un peu où il se battait, il relevait un petit peu l'équipe. Il y avait cet esprit un peu de capitaine, un peu de grinta pouillolesque. De Young, Chesney, ouais, ils ont fait un peu le taf. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, du coup, c'était pas flamboyant du tout. Dortmund qui t'en met 3-4. Heureusement que ce but-là arrive à la 54e. Mais heureusement que tu as gagné 4-0 à l'aller. On voit aussi l'importance de gagner 4-0 à l'aller. Hein. Que 3-0, ça aurait pas du tout été le même score. Et ça, si Dembélé était au courant en 2019, l'histoire aurait été totalement différente, j'ai l'impression. Mais à part ça, bah, qualification du Barça en demi, Sacha. Qualification du Barça en demi. Ce que je voulais dire pour appuyer ce que tu disais, que c'est bien d'avoir gagné 4-0 à l'aller. Pour moi, en fait, ce match-là aussi, enfin, cette confrontation-là, elle rappelle quoi? Elle rappelle que, en tout cas, selon moi, la chose la plus dangereuse avec ce Barça de Flick de 2024-2025, c'est que sur 4 mi-temps, tu en as forcément une où Rafinha il va activer et il va mettre 2 buts, une passe D ou 3 buts, ou voilà. Et là, par exemple, contre Dortmund, c'est ça. Dortmund s'est pris 3 buts en deuxième mi-temps au match retour et n'a jamais pu revenir, en fait. C'était trop, c'était beaucoup trop pour eux. Parce que, comme tu l'as dit, à 2-3-0, franchement, ça se joue à beaucoup de si, quoi, pour Dortmund. Hein. S'ils n'avaient pas pris un de plus, si Ben Sebaini n'avait pas mis son but contre son camp, ça se joue à beaucoup de si, en fait. Et donc, ouais, moi, je pense que l'équipe qui pourra peut-être éliminer ce Barça-là, c'est celle qui n'en prendra pas trois en une mi-temps. Et je ne sais pas si c'est impossible, mais en tout cas, personne n'a empêché Rafinha, Lewandowski et Yamal de le faire. Ouais, il y a l'armada offensive qui a bien aidé à l'aller. Et en plus, le retour, on peut même le mettre sur le dos voilà, c'est le match retour, on est en gagné 4-0 à l'aller. Je veux dire, si c'était un match un peu plus, enfin, si c'était un match où tu avais gagné 2-0 à l'aller, ou alors c'était un match un peu contre une équipe un peu plus apprêtée, tu l'aurais joué différemment, donc ça aurait pu être autre chose. Donc, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, on a quand même ressenti dans l'attaque, et que ce soit dans les trois, enfin, moins Lewandowski du coup, parce qu'il a fait son bon match, mais surtout Yamal, Rafinha, énormément de fatigue. Ils étaient cuits. Rafinha, il a fait un match horrible où il arrivait même plus à conduire le ballon. On a revu des Rafinha de 22-23. C'était vraiment, vraiment pas terrible. Yamal, il y avait rien de bon parce qu'en fait, on le voit, ils sont carbo. Ils étaient carbo et les gars étaient cuits. Et en plus, avant ce match, il y avait beaucoup de questionnements autour de la compo parce qu'on se disait est-ce que Flick allait faire un petit peu tourner on se disait même, j'avais même dit que Flick, il devait faire tourner il devait à la limite pas faire tourner Pedri, je comprends, parce que pour tenir le ballon en plus dans un match comme ça où il y a un possible remontada, je sais pas quoi, tu fais pas tourner Pedri, mais tu fais tourner Yamal, Koundé. C'est les seuls qui fait pas tourner. Il fait tourner Pedri, il fait pas tourner Yamal et Koundé, qui ont fait deux matchs pas terribles, parce que le premier but il est pour Koundé, sur le penalty là, c'est lui qui couvre à la base. L'alignement était pas terrible. Donc ouais, encore un gros problème de rotation, même si Pedri a pu souffler un petit peu, et sa rentrée a fait du bien d'ailleurs. Mais, euh, mais sinon, pas grand-chose à dire de plus, Sacha, sur cette rencontre, non? Ouais, non, pas grand-chose à dire de plus, à part que bah, c'est vraiment dommage, enfin, de mon point de vue, c'est vraiment dommage pour Dortmund parce que je pense que tu aurais pu espérer mieux. Franchement, ils ont quand même prouvé que le Barça n'était pas imbattable, moi je pense. Moi, je sais pas si toi tu as vu ça comme ça, hein, mais je pense que c'est un petit retour sur Terre. Ouais, je les senti comme ça aussi. Et je pense que c'est bien même d'ailleurs parce que Ouais, ouais, oui, c'est clair. pour ce Barça-là, au moins, déjà, il n'arrivera pas dans un moment de la saison où tu n'as pas envie qu'il arrive, parce que la douleur sera encore pire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça te remet les pieds sur terre, effectivement, et au moins, t'es bon, t'as plus l'euphorie de la série qu'il faut tenir. Non, c'est bon, elle est morte, la série, il faut passer à autre chose. Maintenant, on se concentre, on prend les matchs, match après match, et on essaye de tout gagner. Mais je sais pas comment expliquer ça, mais au moins, tu es libéré d'un poids peut-être pour les joueurs.
Tu perdu ton match. C'était le meilleur match à ce moment-là de la saison que tu pouvais perdre. C'était le seul, peut-être même, que tu pouvais perdre. Un quart retour en ayant gagné 4-0 à l'aller. C'est un cadeau que tu as eu. En avril, comme ça, tu n'en as plus d'autres. Là, à moins que le Real perde un ou deux matchs et que du coup, tu peux en perdre un en Liga, mais tu n'en as plus d'autres là. C'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. Donc, c'est un peu un mal pour un bien, cette perte de la série, honnêtement. Et le Barça, qui retrouve les demi après 6 ans, ça te fait bizarre ou pas, Sacha? Ça fait bizarre que le Barça soit encore en Ligue des Champions et plus nous. C'est Ouais, vrai que c'est ça fait bizarre ça quand C'est même. vrai que ça C'est fait un plus moment. arrivé depuis 2000. C'est vrai que c'est un moment. Pour finir un petit peu sur la défense, Araujo, Gérard Martin, on n'a pas parlé d'eux. Araujo, bah, je pense qu'il a encore montré ses limites dans un match où on a besoin d'une charnière centrale au top. Pourtant, le piège hors jeu, il commence à l'assimiler de plus en plus. Il arrive bien à le gérer, cet offside trap. Mais voilà, on lui a légué les traumatismes de l'époque, je crois, parce que dégager comme ça le ballon Ouais. sur Guirassy, c'est pas normal. Même là, quelques jours avant avec le Betis, enfin, en ce moment-là, c'est vraiment pas terrible à Araujo. C'est vraiment un super sub. Là, j'ai l'impression qu'il est en train qui s'affirme en tant que super sub. C'est un gars qu'il faut faire rentrer, qui va foutre le désordre dans l'attaque adverse et c'est tout. Et Gérard Martin qui fait pas un excellent match, mais ça va quand même. En tout cas, on voit les limites. On voit que c'est pas Baldé, que Baldé est crucial et il manque, hein. Un dernier mot, Sacha, avant de passer au prochain match? Non, je suis totalement d'accord avec toi, vas-y. Eh ben, on enchaîne avec le match de samedi, le match de Liga Barcelone-Celta Vigo. Victoire 4-3 du Barça, victoire poussive à l'arraché. Alors moi, j'étais malade, j'étais défoncé, j'ai pas pu bien l'analyser, mais en tout cas, si je peux vous faire un peu le scénario du match, le Barça marque assez tôt avec un but de Ferran. Le Barça marque souvent tôt dans les matchs de Liga comme ça. Beau but de Ferran, hein, presque grandiose, génial. Il se retourne, le contrôle, il se retourne, il va tout seul pour la mettre. Et après, bah, Iglesias qui fait son taf. On a trois énormes boulettes défensives, trois grosses erreurs qui arrivent une fois toutes les 6 mois, quoi. Et bah, c'est arrivé ce soir-là. Et, euh, et on se dit à la 62e, en tout cas pour les fans du Barça, c'est fini, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le premier but, c'est Chesney qui sort mal. Le deuxième but, c'est De Jong qui se trouve n'importe comment, qui laisse passer le ballon alors qu'il doit. Je sais pas s'il a essayé de la Ah, c'est De contrôler, de Jong. la dévier. C'est De Jong, ouais, mais avec Inigo Martinez. C'est De Jong qui va sur le ballon, il la prend pas. Inigo, je sais pas ce qu'ils ont essayé de se dire. C'est un cafouillage qui C'est fait pas qu'après. Koubarsi? Non, non, c'était De Jong. Ok, ok. Et le troisième but, bah alors en fait, le troisième but, c'est le plus gag de tous. C'est La Olmo en défense, voulant. c'est dans la surface. Le mec, il a dégagé le ballon, un défenseur de Vigo, et en fait, ça a dégagé parfaitement devant Borja Iglesias, qui, alors là, j'ai pas compris la défense, qu'il a laissé entre la ligne médiane et la défense. Du coup, il était dans Mm. sa zone, donc il était parfaitement placé, et le ballon, il se retrouve devant lui, comme ça, sans faire exprès, involontairement, et il va pour marquer après derrière le 3-1. Et là, la rentrée d'Olmo et de Yamal qui a fait du bien. 3-2 dans la foulée. Puis après 3-3 direct derrière sur un centre de Yamal pour Rafinha. Et puis à 90 plus 8, un penalty qui a été assez controversé. Mais au final il y a eu le 4-3. Alors un arbitrage pas terrible pour ce match-là. J'estime des deux côtés personnellement. On verra après, on viendra vite fait dessus parce il y a eu quelques polémiques sur ce match-là et sur celui de Liga du Real aussi, j'ai vu. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, le Barça qui s'en sort miraculeusement. C'est une victoire de champion, Sacha? Ah bah bien sûr. C'est vraiment une victoire de champion parce que bah c'est des points que si tu aurais lâché là, ça aurait été plus compliqué pour la suite. Et voilà, tu t'es bien donné pendant 30 minutes et là tu t'en ressors bien, tu ressors avec les 4 points d'avance que tu avais avant. Donc tu es bien content d'avoir gagné ce match-là. Victoire de champion, oui, et ça me donne raison aussi à ce que je disais par rapport à Dortmund, c'est que Rafinha a activé et en une mi-temps, en 30 minutes, et ben là, il a mis 2 buts et oui, une passe Une but, une décisive. passe D, ouais, c'est 2 buts, Olmo une qui. passe décisive et c'est imparable. Bon, c'est dommage pour le Celta, mais moi, j'ai pas trouvé le Celta si bon que ça. Franchement, pour moi, c'était vraiment Borja Iglesias qui avait carré, quoi, qui a eu ces trois situations et voilà, il a mis ses buts. Merci Borja Iglesias.
mais j'ai pas trouvé le Celta si fou que ça. Sinon, sur l'arbitrage, bah, il y a peut-être une, deux, trois trucs, mais je pense pas que ce soit un match scandale. Je pense Mhm. pas que, je pense pas que les erreurs auraient vraiment changé quelque chose. Ou si, je sais pas, par exemple, si Inigo il prend un rouge, oui, ça aurait changé quelque chose, mais je pense pas qu'elle soit assez grosse pour dire le match aurait dû être différent. Maintenant, moi, tu sais, ma position sur ça, je te dis toujours que je pense pas qu'une équipe particulièrement dans le monde est plus Mhm. avantagée qu'une autre. Maintenant, il y a quelque chose que je peux dire, c'est que vraiment, l'arbitrage en Liga précisément, mais peut-être dans le monde, mais en tout cas, moi, je le vois surtout en Liga, a peut-être toujours été un petit peu bof-bof, mais je crois que cette saison, on a atteint un niveau qui a jamais été vu, en tout cas dans les dernières années, quoi. Ouais, c'est vraiment des décisions incompréhensibles là parfois. Euh, Sinon, après, pour revenir un petit peu sur le match, moi je suis d'accord avec toi, mais pour revenir un petit peu sur le match, bah, faire un petit topo sur les joueurs comme tu as parlé de Vigo. On va parler un petit peu de Vigo. Iglesias, bah, c'est le seul qui a fait vraiment le taf, c'est vrai. Douran était pas mal aussi, était pas mal impliqué. Après, pour Vigo en général, j'ai quand même. En fait, ils jouent le football qu'il faut jouer contre le Barça et que toutes les équipes qui ont piégé le Barça ont joué, c'est comme ça qu'elles ont joué. Et du coup, tout le monde en Liga essaie de jouer comme ça contre le Barça. C'est un peu un bloc bas quand même. Il y avait un moment des séquences où ils avaient 5 défenseurs. Ça joue bas, ça cherche la contre-attaque. Bah, ça a marché, ils ont mis 3 buts. Ça a marché parfois contre le Barça. Vous verrez, c'est un peu la kryptonite du Barça. C'est le seul moyen pour les petites équipes de s'en sortir comme ça cette saison. C'est vraiment de jouer ce bloc bas-là. Bah, ça a marché pendant 63 minutes, de toute façon. Donc, rien à dire. Mais vous verrez après que la stratégie contre le Real est totalement différente et c'est intéressant parce que là, je suis peut-être un petit peu tôt, mais contre le Real, j'ai l'impression que la kryptonite du Real maintenant, c'est de bien jouer et on le verra après. C'est devenu son opposé maintenant. Alors que d'habitude, c'est les deux, contre les deux équipes, la petite équipe joue contre les deux équipes de manière assez reculée quand même. Là, c'est différent. Et là, on le voit, de toute façon, dans cette compo où il y a beaucoup de densité au milieu, là, c'est immense. Mais voilà, pour Vigo, rien à dire de plus, tu avais raison dessus. Et pour les joueurs du Barça, bah, tu as parlé de Rafinha très bien. Pedri, De Jong fait pas son match. Pedri toujours assez bon, normal. Et là, Gérard Martin, ça a été la catastrophe de la journée. Mm. Gérard Martin. Bah, en vrai, un petit peu toute la défense quand même, hein, y compris Chesney avec son erreur. Moi, c'est surtout ça, hein, tu parlais de c'est comme ça qu'il faut jouer contre le Barça. Moi, je pense que surtout contre le Barça, ce qui a fait pêcher les équipes, la plupart des équipes qui ont joué le Barça, c'est la justesse technique quand faut faire la bonne passe tu vois, proche de la ligne médiane, là, en gros. Parce que souvent, soit le joueur l'a fait trop tard et hors jeu, soit le joueur, il attend trop, et après, c'est trop tard parce qu'il est enfermé. Souvent, c'est ce qui se passe. Mm. Moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé là, c'est que surtout la défense était fatiguée. La défense a peut-être commencé à se fatiguer ou a été fatiguée juste là, je sais pas. Mais j'ai l'impression que la défense était fatiguée et donc ça a mené à certaines erreurs. Et donc, le Celta a pu marquer 3 buts. Et c'est vrai que Gérard Martin, qui a enchaîné là que 2 matchs, on peut peut-être pas parler de fatigue pour lui. Alors, ouais, c'est vrai que c'est inquiétant. On a vu, tu parles de fatigue, de changement, Lamine Yamal au repos. Ouais, c'est vrai. Et en C'est plus, vrai, mais euh, en fait, même si tu joues pas à 90 minutes, que c'est un gros changement, quand tu rentres, que tu perds 3-1 et que tu dois faire remonter le match, est-ce qu'on appelle vraiment, vraiment ça du repos? bah, je vois ce que tu veux dire. Après, il s'est pas donné non plus. Je veux dire, il n'a pas galéré les 90 minutes contre le bloc bas de Vigo. Il Ah, n'a pas fait les retours sur les buts de Vigo. Donc, en soi, oui, il s'est reposé un petit peu. si, Mais, quand même. mais là, on voit la difficulté que c'est parce que il sort Pedri le match contre Dortmund. Le Dortmund nous met 3-1. Là, il sort Yamal, il met pas Yamal titulaire. Ça galère, ça arrive pas à marquer. Il fait rentrer Olmo et lui. Mais quel luxe d'ailleurs de pouvoir faire rentrer Olmo et Lamine Yamal et boum, 4-3. C'était dingue, dingue, dingue. Et là, Rafinha qui continue pour terminer là-dessus, on va terminer encore un peu sur Rafinha, même si Ferran Torres a encore marqué. On va faire sur Rafinha.
il a continué, il a validé son statut de meilleur joueur du monde encore pour l'instant là. Bah, je sais pas si tout le monde te dira qu'il a confirmé son statut avec ce match, mais en tout cas, moi, je suis dans cette Il y avait lignée. des Pour moi, questionnements c'est en ce cohérent. moment. Comment? Il y avait des questionnements ces derniers temps. Ouais, c'est vrai. Effectivement, bah, après, une semaine avant ça contre Dortmund, il te faisait un match Mm. de fou quand même en phase finale de Ligue des Champions, donc quand même, quoi. Mais il y a quelque chose qu'il faut pas qu'on oublie de dire, c'est aussi Lewandowski. Je sais pas si t'allais y venir. Non, dis-moi. Bah, Lewandowski est Oui. sorti sur blessure. Sorti sur blessure. Il est sorti sur blessure, je crois que c'est entre 2 et 3 semaines, du coup ça a été confirmé. Mm. Et peut-être qu'on en parlera plus pour la preview Barça-Inter, mais je pense que c'est quand même c'est pas comme si le Barça avait perdu, je sais pas moi, bah, Rafinha, mais je trouve que c'est quand même une grosse perte pour le Barça. J'aime- Je suis pas non plus très inquiet pour la fin de saison à cause de ça. Pourtant, ça peut être une perte Mmh. majeure, comme tu dis, c'est vrai. Mais je sais pas, j'attends de voir ce qu'on va faire avec Olmo Faux neuf. J'ai l'impression que une compo avec Olmo Ah Faux ouais, tu neuf, penses? bah, en fait, les seules fois où on a joué Olmo Faux neuf ou Ferran et tout, ça se passe souvent très bien à chaque fois. Il y a Mmh. rarement eu un match où on a ressenti le manque de Lewandowski. Pourtant, je dis pas, hein. Lewandowski, cette saison, c'est compliqué, même si statistiquement il est là. Mais son jeu sans ballon, il aide énormément. Mais j'attends de voir Olmo faux neuf en espérant qu'il se Ouais. blesse pas. Ferran, on attend. En fait, on a des solutions. On a des solutions qui sont viables. C'est comme quand Olmo se blesse. C'est chiant. Là, on voit Olmo quand il est là, ce que ça donne, à quel point il est fort. Mmh. Et on a des solutions. On peut faire sans. Et j'estime que Lewandowski n'est pas obligatoire non plus, même si, bon, voilà, au moins il va revenir. On nous a dit ce serait entre avant ou après la finale de la Copa et la demi-allée, oui, la demi-allée contre l'Inter, en espérant qu'il revienne plus en forme qu'il l'était avant sa blessure. Mais oui, Lewandowski blessé pour 2 à 3 semaines. Baldé où ça se passe de mieux en mieux d'ailleurs. Baldé qui va pas tarder à revenir aussi là. Je pense que ça va se faire juste après la finale de la Copa, si ça se fait pas pendant même. Ça dépendra OK. du résultat et tout. Mais le Barça revient de plus en plus des blessures, ça va. Lewandowski, là, ce sera le seul qui manque à l'appel. Pour le Real, défaite de 1, Wow. ça c'est douloureux, ça. Ça, c'est l'élimination du Real en quart de finale de Ligue des Champions. On l'avait prévenu quand ça avait été sûr que ça allait être Real Arsenal. Arsenal a un coup à jouer. Ils ont eu plus qu'un coup à jouer, je crois, puisque victoire 5-1 au cumul. On attendait ce match-là au Bernabeu. Défaite du Real Madrid qui n'arrive pas à s'en tirer. Pourtant, le Real Madrid a essayé ça. Le Real Madrid a essayé, mais moi, j'ai même pas vu tant que ça de hargne. Tu vois, avec tout ce qu'ils ont fait pendant toute la semaine, même le Bernabeu qui, je sais que c'est pas connu pour être un stade très bruyant, mais là, à aucun moment, j'ai eu l'impression que voilà, fallait remonter 3-0. Donc oui, le Real Madrid a essayé, mais je pense que les joueurs et quoi que ce soit n'étaient pas à 500% non plus. Après, c'est vrai que c'était compliqué contre Arsenal qui a bien joué tout au long de la double confrontation, hein, finalement. Mais voilà, moi, comme je disais, hein, pour moi, le taf a été fait à l'aller par Arsenal. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Il y avait 1% de chance que le Real revienne, que le Real le fasse. Mais bah non, c'était pas assez. Donc, élimination en quart de finale de Ligue des Champions, ça fait bizarre, hein. Il n'avait pas été éliminé en quart depuis 2004. Ouais, le Real ça remonte. Le Real y a cru. Enfin, en tout cas, les joueurs se sont chauffés toute la semaine pour. Et puis, comme on l'a dit en vrai avant les matchs, hein, ils sont tombés contre une équipe d'Arsenal beaucoup trop réaliste, beaucoup trop sûre d'elle, sûre de son football et qui n'a pas froncé, enfin, qui n'a pas eu peur de jouer défensivement, qui n'a pas eu peur de subir et qui sait subir et qui a pu attaquer. Alors, quelques situations arbitralement contestables, mais après, quand on regarde la physionomie du match, il n'y a rien de choquant non plus. Mais, et en plus, il y a pas grand-chose à dire que ça, quoi, hein. Saka qui a loupé son péno en début de match. Situation de penalty pour D'ailleurs, quand Saka loupe son péno, on a peur, hein. Quand on est Barcelonais, on a peur. On se dit, Mm. ah.
C'est maintenant situation de penalty pour le Real qui est pas sifflé finalement. Et puis Saka qui vient se rattraper en seconde période vers l'heure de jeu et mettre son lob sur Courtois. Vinicius qui égalise derrière. Alors là, on a un petit peu peur aussi. Parce qu'il fallait qu'il Ah ouais? égalise 2 minutes derrière, comme par hasard. Donc on se dit attention. Et puis au final, il se passe rien pendant les 20 minutes restantes. Et Martinelli qui vient clouer le spectacle. Mais c'était un match quand même attendu et décevant presque. Bah, pour autant, ouais, on s'est bien ennuyé au final. C'est pas passé vraiment grand chose. À part les buts et le penalty raté, il n'y a pas eu tellement d'occasions, même je crois, hein. Occasion ratée ou quoi. Donc, ouais, la compo d'Ancelotti est un peu bizarre de mettre Vasquez quand même. Surtout que Vasquez, pour le coup, a été vraiment nul, mais vraiment nul. C'est même pas défensivement, là, c'était vraiment techniquement. Tout ce qu'il faisait, il le ratait, je trouve, j'avais l'impression. Donc, bon, voilà, mais de toute façon, fallait pas s'attendre à mieux que ça. Enfin, fallait pas s'attendre à ce que le Real revienne. Voilà. De toute façon, c'est ce que tu avais dit depuis le début, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et t'as parlé de l'arbitrage. Ouais. Moi, voilà, ce que je dis ne veut pas dire Arsenal a été avantagé, Arsenal aurait pas dû passer ou quoi. Mm. Et d'ailleurs, par exemple, au match aller, par rapport à ce que je vais dire, au match aller, c'était plutôt le contraire. Au match aller, l'arbitre a été très mauvais, mais des fautes dans le jeu. Voilà, par exemple, c'était Kamavinga qui a pu faire 5 fautes, l'arbitre le reprenait pas. Là aussi, j'ai trouvé que l'arbitre, dans le jeu, avait été très mauvais. Mais c'est des fautes qui auraient peut-être pas, sûrement pas changé grand-chose. Mais je crois qu'il a sifflé genre 35 fautes dans le match. Et je crois que la moitié, presque, j'aurais pas sifflé et j'en aurais sifflé d'autres. Voilà. L'arbitre était Monsieur Le Texier qui a arbitré un match ce week-end très controversé aussi. Donc c'est pas très étonnant. On va terminer, je pense, Alexis. avec un petit Ouais. petit petit retour sur les joueurs là, notamment bah chez Arsenal, je dirais en défense Lewis Kelly, toujours aussi impressionnant. Ouais, bah, en vrai, parlons de toute la défense, hein. Lewis Kelly, toujours aussi impressionnant, alors qu'il a 18 ans. Ouais, c'est Faut incroyable. se rappeler de ça, il a 18 ans. Fait penser un petit peu à Mount quand on s'était fait éliminer contre eux. Pas dans le jeu, hein, mais dans la vibe. Et Timber aussi, Timber est super fort. Franchement, Mmh. pour ceux qui regardent pas souvent Arsenal, dont moi, ça m'a surpris. Saliba, on connaît, et même Kivior maintenant aussi. Qui a fait son taf, ouais, bon, Faut quand même en parler. Qu'on se disait que voilà, blessure de Gabriel, ce serait compliqué pour Arsenal. Bah, il a sorti 2 matchs aller-retour quasiment parfait. Declan Rice qui a fait le taf encore au milieu de Ouais. terrain. Partey qui a pris le jaune, qui jouera pas la demi-allée contre le Paris Saint-Germain. Saka qui marque, Martinelli qui marque et Merino qui fait encore un bon match, parce Il fait, qu'apparemment, selon Flash Score, ça a été le meilleur. il fait 2 passes décisives. Ah oui. Et c'est un peu une ironie du sort quand on savait ce que tu disais sur le placement de Merino en neuf. Bah, c'est drôle, quoi, quand même. C'est comme si demain, allez, Tchouaméni en neuf. Et Mais ouais, ça bah, marche en franchement, il a plus. fait le taf, Dingue. Bah, au Real, rien à dire, hein. De toute façon, la défense a été pas terrible du tout, enfin, hein. Ouais. catastrophique. Moi, ce que je comprends pas sur le deuxième but d'Arsenal, c'est que comment Martinelli qui a joué les 90 minutes, hein, il sort, mais c'est juste après son but, donc à la 94e, arrive à prendre de vitesse Fran Garcia qui était rentré 20 minutes avant. Fran Garcia qui est connu pour être rapide en plus. Enfin, il arrive à le prendre de vitesse, mais bien en plus. Il lui passe devant, normal et tout, pour aller finir. La défense catastrophique, le milieu, bon, pas terrible non plus. L'attaque, Mbappé, toujours le gros souci de cette saison, Sacha. Ouais, toujours. Il veut tuer, non? Après, là, pour le coup, il a juste été mauvais, mais un peu dans un match où tout le monde a été mauvais. Mais bon, je garde un petit peu en travers quand même les 2 actions qu'il rate à l'aller, quoi. Parce que je me dis que, voilà, si on avait un ou 2 buts d'avance, enfin plutôt un, ça aurait pas été pareil. Mais bon, après, c'est la vie, hein. Faut bien être éliminé quelquefois. Élimination du Real en Ligue des Champions. Au moins, je sais pas, toi, ce que t'en penses. Je trouve qu'on a une élimination qui a pas énormément de buzz.
Bah, ça dépend auprès de qui. Auprès des Gunners, 5-1, ça doit faire. Ouais. Bah, en fait, pour moi, ce qui est je sais pas, je me suis dit que ça va. Je me suis dit que ça aurait pu être encore plus humiliant. Alors que pourtant, c'est vrai que quand tu te dis 5-1, tu fais: «Waouh!» Mais Mais après, tu as là. plus ouais? Vas-y, vas-y, non, vas-y, vas-y. Non, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que le sentiment général, c'est que tu as plus envie de saluer les 2 coups francs de Rice qui en vrai, bah, c'est ça qui nous ont éliminés, que vraiment le 5-1 et voilà, bah, le score qui est énorme au final. Je sais pas si c'est un lien avec ce que tu dis, mais tout le bruit fait avant le match, avec comment ça s'est terminé, quand même, j'ai trouvé ça Mmh. très humiliant. Le fait de perdre avec le but de Ouais, Marseille à la j'avoue, 90 j'avoue, plus j'avoue, 3, j'ai trouvé ça très humiliant. Les j'avoue. 90 minutes au Bernabéu, toutes les phrases comme ça, tous les joueurs ont fait leur sortie médiatique pour y croire. Non, mais eux aussi là. Et c'est vrai que ça a dû être très, très humiliant. Qu'est-ce qu'ils Et croyaient? moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. J'étais plutôt bien. Bon, je pense qu'on peut, et tu as envie qu'on enchaîne sur le match d'après. Ouais. Alors, victoire 1-0 contre Bilbao. Alors, s'il n'y a pas de joueur à Bilbao, c'est normal, parce que ils ont joué contre personne, le Real Madrid. Il n'y avait personne en face. Donc, évidemment, là, on a le Valverde qui a mis le but de la fin. Mais alors, pour Bilbao, je ne sais pas. Personne n'a fait son match. Et en tout cas, comment vous expliquer comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement, le Barça cette saison, on défend contre le Barça et on joue contre le Real. C'est ce qui fonctionne. Bah là, Bilbao, ils se sont trompés d'adversaire. Après, ils avaient beaucoup de blessés, mais ils n'ont pas vraiment réfléchi à non plus mettre les titulaires qu'ils avaient. Ils ont assez fait tourner. Ils se sont dit, on va y aller comme ça. Et ça a failli payer parce qu'ils ont tenu le match nul de la première minute à la 90e. Et le Real, encore une fois, je crois que ça doit être la 750e fois qu'on le dit sur El Clasico, qui s'en sort dans les dernières minutes du match sur un but d'une individualité. C'est encore une individualité qui a payé aujourd'hui, Sacha, non? Ouais, après, je pense quand même que le but vient pas de nulle part. En seconde mi-temps, on avait bien poussé, on a eu plusieurs occasions. Bellingham en enfin bon, je vais pas dire il en a raté parce que c'était des têtes, voilà, mais il est passé pas trop loin de marquer à plusieurs reprises. On aurait même franchement, dû avoir un penalty aussi et donc Alors, ouais, bon si on comment? j'ai vu l'explication. J'aurais sifflé le penalty, il n'y avait pas de souci. J'ai vu Ouais. l'explication. Alors, apparemment, c'est parce que le joueur de Bilbao, je sais plus qui c'est, quand il tape Bellingham sous la chaussure. Donc, Ouais, là, j'ai il vu ça prend faute. aussi. Et du coup, apparemment, ce serait pas faute, ça. Donc je ne sais pas. Je Mmh. je sais pas ce que ça, J'ai vu mais ça. oui, j'aurais sifflé penalty aussi. Pour moi, il y avait pas de doute du tout. J'ai vu Archive au VAR qui Oui, disait c'est ça. ça, mais maintenant, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Sinon, moi, quelque chose c'est vrai que, comme tu l'as dit, Bilbao, là, les 11 joueurs qu'ils ont sur le terrain, ils ont changé les 11 par rapport à leur dernier match qui était leur quart retour de Ligue Europa. Donc les 15 joueurs, c'est les 15 joueurs du banc. Mais alors sur le terrain, c'était nul, mais sur le papier, franchement, pour une équipe de remplaçants, ça va, hein. Grosabel, Unai Simon, Berenguer, Murueta, franchement, l'équipe B, elle est pas trop mal hein, sur le papier. Bah, ils ont quand même rien foutu, hein. Bah, ah mais oui, sur le terrain, c'était l'équipe D. Mais moi, je veux bien que le Real, on ait ça comme équipe B, hein. Comme sur le papier, sur le papier. Sur le papier, ouais. Non, mais le problème, c'est que ce match, c'est qu'en soi, dans le contenu, il y a vraiment rien à dire. Parce que quand je vous dis que Bilbao n'a pas joué, c'est là vraiment essayé de chercher le nul à la. Alors pourquoi, je sais pas. Ils ont pas envie de laisser trop de plumes. Mais je pense que l'Europa League les importe beaucoup. Voilà, t'as dit, ils venaient de jouer leur quart retour d'Europa League, donc ils sont fatigués, ils attendent les demi et tout. Mais quand même, Bilbao, il y a rien. Moi, j'ai connu Bilbao. Oh, ça vient toujours nous Ouais. chercher. Et vous verrez si à la J38, ils vont pas bien nous saouler le Barça si le titre est encore en Après jeu. Parce que après après on quoi? en a déjà parlé, c'est ça aussi, hein. On a nos équipes qui nous embêtent. On a vous avez vos équipes qui vous Bah oui, embêtent. mais cette année, ils vous ont embêté. Ouais, C'est une bonne équipe. Ils devaient le faire. Moi, j'étais dégoûté. J'étais déçu de voir le match. Ils devaient. je comprends. Il aurait dû se passer quelque chose. 90 plus 3 en plus. Sachez, est-ce que c'est une victoire quand même, comme ça, temps additionnel, contre Bilbao à la maison? Est-ce que c'est une victoire qui réveille les troupes pour la fin de saison un peu après Arsenal? Qui réveille les troupes, je sais pas. En tout cas, pour moi, je pense qu'on dans un monde, on peut appeler ça une victoire de champion, dans le sens où tu as été
pas forcément terrible et tu joues quand même, même si c'était l'équipe B, tu joues quand même un adversaire chiant et que, je sais pas si ça je te l'ai dit en privé, mais faut pas oublier que si si tu marques pas ce but et si tu prends pas les 3 points, pour beaucoup, c'est terminé, la Liga, c'est terminé hier soir. Hmm. Donc quand même, alors qu'il réveille les troupes, c'est ça la question que tu m'avais posée? Non, je pense pas. Je pense pas qu'on sera meilleur après ce match. Mais peut-être que ça donne des idées, peut-être un peu trop tard, parce qu'effectivement, et je sais pas si tu le vois là sur la compo, tu as mis 6 milieux de terrain. Hmm. Pour la première fois, tu as mis et Valverde et Camavinga en latéraux. Alors, est-ce que on va reproduire une compo un peu comme ça contre le Barça, par exemple, avec Mbappé à la place de Rodrigo? Je sais pas. Franchement, à voir. De toute façon, Ancelotti a déjà tout tenté. Il va continuer de tout tenter là avec l'effectif qu'il a. On C'est verra. vrai, j'allais le dire, match sans Mbappé, est-ce qu'il s'est vraiment fait ressentir là? Bah, moi, j'ai trouvé que, même si, ça veut pas dire qu'on a été génial, loin de là, même si surtout en première mi-temps, on a été soporifique, ce match, il ressemblait vraiment à un match de la saison dernière, avec Vinicius et Rodrigo qui étaient vraiment les deux attaquants, tout reposait un peu sur eux en attaque. D'ailleurs, surtout Vinicius, parce que Rodrigo, il a été plus ou moins un peu fantomatique quand même. Avec Bellingham qui était derrière eux, mais en même temps à leur côté, qui montait un peu en neuf. Bon, le seul truc qui était bizarre. Si, il y a un truc qui était bizarre quand même, c'est. En fait, Kamavinga et Valverde étaient positionnés latéraux quand on n'avait pas le ballon. Mais quand on avait le ballon, c'était Ceballos et Modric les latéraux. C'est un peu bizarre. Mais ouais, en tout cas, ça avait un peu une vibe de la saison dernière sans Mbappé. Ok, bah dans ce cas, victoire du Real qui tient encore le Barça à 4 points qui est devant lui. D'ailleurs, on va regarder un petit peu les prochaines Ah, bah échéances ouais. avec le point sur la Liga. Le Barça affrontera demain, tu m'as dit que c'était à 21h30, Ouais. Majorque à la maison, au Montjuïc, et le Real qui se déplacera, bon, un long déplacement dans toute l'Espagne pour aller à Getafe et jouer au Coliseum Alfonso Pérez. Un match qui va être compliqué pour le Real en plus là. Je sais Getafe, pas. c'est jamais simple. Bah, pour vous. Bah, c'est simple, c'est jamais simple tout court, non? Bah, nous, pour l'instant, en fait, justement, dans les dernières années, on a tellement pas trop galéré contre Etafé que là, ça me fait peur. J'ai l'impression que ça va être le moment. Parce que là, on leur a mis 2-0 à l'aller. L'année dernière, on leur a mis 2-0 et 2-1. 2022-2023, ça doit être quelque chose pareil. Donc justement, ce qui fait peur, c'est plutôt ça. C'est que cette équipe, t'as pas trop posé de soucis dans les 4-5 derniers matchs. Là, tu les joues dans un moment où, voilà, je sais pas c'est quoi leur forme actuellement, mais ils ont battu l'Atlético il y a pas trop, trop, trop longtemps. Donc oui, ça fait quand même un petit peu peur. Mais, mais, moi, c'est le scénario que j'espère. Le Barça a un match encore plus compliqué, je pense. Ouais, Majorque, il y a énormément d'absents donc quand même, hein, contre Majorque. Mais c'est qui exactement les absents? Il y a Muriqui Maffeo. Muriqui Maffeo. Après, j'ai vu que Morica était incertain, mais il est appelé, je crois, dans la liste. Mais je crois que déjà Muriqui Maffeo, c'est déjà pas mal Ouais, pour non, Majorque. Mais c'est vrai. il y a des absents à Majorque. Et le Real, enfin, le Barça va avoir un match compliqué, mais il joue en premier. Jouer en premier, c'est toujours un avantage dans une course au titre. Parce que si tu gagnes là, le Real, ils ont toujours la pression de la faut absolument gagner. Et on le voit là sur le classement, dans 3 matchs, c'est encore un classico, Sacha. C'est encore un classico. Et moi, ce que je dis depuis le début de saison, c'est que celui qui sera devant après le classico sera champion. Comme je te disais, j'ai de plus en plus de doutes à si c'est le Real qui est devant après le classico. Est-ce qu'on sera vraiment champion? Mais ouais, j'ai l'impression que la Liga va beaucoup se jouer sur les 3 prochains matchs. Donc Mallorca, Valladolid, Real. Enfin, Mallorca, Valladolid pour le Barça. Retafe, Celta pour le Real. Et puis après le Classico. J'ai l'impression que ça va vraiment se jouer sur ça. Il n'est pas sur le graphique là, mais c'est entre, bah, du coup, je crois, Getafe et Celta Vigo pour le Real et Mallorca et Valladolid pour le Barça. Il y a un autre classico.
C'est la finale de la de la Coupe d'Espagne, pardon. Ouais. Après ce match-là, le Real commencera à ressentir les avantages d'être sorti en quart de Ligue des Champions, puisqu'il y aura plus de repos. Donc il restera déjà 5 matchs où le Real aura l'avantage, on va dire, enfin plutôt 4, parce que du coup, Vigo, ça va pas se sentir, mais 4 matchs où tu auras l'avantage d'être sorti plus tôt en Ligue des Champions par rapport au Barça. Bah, Vigo aussi, quand même, un peu, puisque tu auras une semaine là où le Barça, quand vous jouerez contre Valladolid, vous aurez 3 ou 4 jours. Ok, donc ça te fait 5 matchs où tu as l'avantage. Mais, et donc là, le Real, en tant que Madrilène, en tout cas, tu dois te dire que le Real doit absolument faire quelque chose là. Absolument, je sais pas, parce que c'est quand même en face, c'est le Barça qui a l'air de faire une grosse saison, quoi. Maintenant, bah, le Real doit essayer de faire du mieux qu'il peut, quoi, c'est ça. Et c'est quand même, je me dis, j'ai l'impression que pour être champion, on va devoir gagner tous les matchs. Et c'est pas une aubaine non plus. C'est pas, ce sera pas donné. C'est-à-dire qu'il faut espérer un faux pas du Barça et que toi, t'en Ouais, fasses aucun. C'est vrai que ça doit être, c'est compliqué, surtout que les deux équipes, peut-être un peu plus le Barça, mais en vrai, les deux affrontent des grosses équipes parce que Séville, Real, c'est toujours un peu embêtant, même si cette année, c'est moins fort. Le Real affronte aussi Mallorca. T'en as parlé tout ouais. à l'heure. Sociedad, bon, la Sociedad, je pense que c'est mort dans le film, hein, surtout la J38, mais on Ah, verra toujours. Puis même Vim Vigo, hein. pour le Real? Ouais. Ouais, effectivement. Effectivement, même Vigo. Mais en fait, moi, pour moi, il y a 2 scénarios. Soit, déjà, le scénario qui veut que le Real soit champion. En vrai, le seul scénario où le Real est champion, c'est si le Real gagne tous les matchs, en fait. À moins que le Mm. Barça choque vraiment, il faut que Ouais. le Real gagne tous les matchs déjà. Mais il faut qu'en plus le Barça fasse un faux pas. Sachant que, ça va être compliqué, faut bien écouter, sachant que si le Barça fait pas de faux pas et que le Real gagne le Classico, le Barça est devant après le Classico. Dans tous les cas, ouais. On est d'accord là-dessus. Et je pense que si, comme j'ai dit, je pense que si le Barça est devant après le Classico, le Barça sera champion. Ils vont tout mettre sur leurs 3 derniers matchs et ils seront champions et ils y arriveront. Le scénario qu'il faut espérer pour le Real, pour moi, c'est vraiment que le Barça fasse nul ou perdre contre Mallorca. Parce que Valladolid, c'est possible, mais j'y crois moins. Et qu'après, le Real gagne le Classico. Alors là, et que le Real batte aussi Retafe et Celta. Là, on serait très bien. Et on repasserait premier. Sinon, un scénario où on est derrière après le Classico et on les reprend après Mallorca, enfin, après leur match plutôt, là, Espagnol, Villarreal, Atleti, Bilbao, parce qu'ils perdent des points, j'y crois pas trop. Ah, je pense qu'il faudra vraiment être premier après le Classico. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, après, c'est un peu compliqué parce que on sait jamais tout ce qui peut se passer 10 000 trucs dans la saison. Puis, comme ça peut se passer comme avec Valence et Betis, Barça peut perdre des points. Et le Real, le lendemain, ils perdent des points sur la même journée. Donc, ouais, il peut se passer plein de trucs. Je pense quand même, tu as raison que le Classico, en tout cas, la position des équipes après Classico déterminera beaucoup de choses. Parce que suffit que le Barça soit premier et que peut en plus et gagner le Classico. Donc là, c'est limite définitivement terminé. Donc voilà, et le Real, si le Barça a fait un faux pas contre Valladolid ou contre Mallorca, en plus le Real a gagné, je sais pas, la Coupe d'Espagne, enfin, le Barça a perdu son premier match contre l'Inter, enfin, il y a des scénarios dans tous les sens qui peuvent se produire, Mhm. c'est un peu compliqué à prédire, mais tout est possible en vrai, tout est vraiment possible, 4 points c'est rien du tout, c'est qu'un seul faux pas dans les 6 matchs où il reste un Classico, et surtout, le plus important pour le Barça, c'est que le Barça joue la Ligue des Champions encore. Et le Barça joue un demi contre l'Inter, un demi-finale de Champions, première fois depuis 6 ans, depuis 2019 contre Liverpool. Le Barça s'est qualifié, on l'a vu tout à l'heure, les dernières semaines contre Dortmund. Là, ils vont jouer l'Inter qui, eux, ont réussi à battre et à sortir le Bayern Munich. Alors, une énorme confrontation, une confrontation de deux grandes écuries européennes, qui font partie des meilleures d'ailleurs sur la saison. Est-ce que l'Inter, qui est quand même reconnu pour être une équipe qu'on sous-estime énormément et avec des joueurs d'expérience, de qualité qui se connaissent, ça peut être la kryptonite ou en tout cas l'équipe qui va sortir ce Barça-là? Bah, ça peut l'être, et ça peut l'être pourquoi? Parce que, en fait, en 2022, quand vous étiez affronté le 3-3
l'Inter avait fait le match parfait un petit peu. Pourtant, il y avait match nul. Mais offensivement, l'Inter avait fait le match parfait. Et avait fait en plus le match parfait qu'il faudrait faire là pour les demi-finales, dans le sens où c'est vraiment pour déjouer la défense. Le piège du hors-jeu du Barça, c'est vraiment envoyer les passes dans le bon timing, pas trop tard, même peut-être trop tôt, mais surtout pas trop tard. C'est ça qui est compliqué. Et, euh, et chez l'Inter peut être pas mal pour ça, de voilà, jouer les transversales, envoyer les passes en avant au bon moment, les déviations de Lautaro, de Thuram, tout ça, tout ça. Donc, c'est surtout sur ce point-là que, ouais, c'est possible. Maintenant, il y a, comme j'ai dit, le fait que le Barça, au moment où tu t'y attends pas, sur une mi-temps, peut t'en mettre trois. Ça, faudra essayer de l'empêcher parce que si ça arrive, je pense que c'est très compliqué pour l'Inter, à moins qu'il menait déjà de buts. Donc, euh, donc c'est ça, essayer de tenir 180 minutes défensivement, de pas se faire valiser sur une mi-temps et bien jouer les contre-attaques. Ouais, moi l'Inter, j'ai de plus en plus de doutes au point où je me dis on est très proche d'un 50-50, voire peut-être même l'Inter favori. Parfois, je suis dans des phases où je me dis l'Inter est peut-être même plus favori que le Barça parce que l'Inter, ça se connaît mieux que le Barça, beaucoup plus d'expérience et la même équipe quasiment qu'en 2023, hein, qui a fait finale contre City. Et en plus, en 2024, c'était contre qui? C'est l'Atlético qui les a sortis. Donc voilà. Atlético qui te sort en Champions, est-ce que c'est vraiment une vraie sortie parce que tu as été mauvais ou parce que voilà, le braquage de l'Atlético, on les connaît. Mm. Après, tactiquement, dans le jeu, je sais pas si l'Inter va vraiment réussir à sortir du pressing. Alors, enfin, en vrai, c'est quand même l'une de leurs capacités premières, quoi. C'est-à-dire que tout le monde Mm. permute. Tout le monde permute dans l'équipe et se retrouverait dans n'importe quelle position. Donc, à la limite, sortir du pressing, c'est même pas un souci pour eux. C'est compliqué parce que la base du Barça, ça commence là. Ouais. C'est ce pressing-là qui est insupportable et du coup qui te fait que le Barça a la possession et donc t'arrives pas enchaîner. Mais en plus, même si cela arrive, c'est une équipe ultra solide défensivement aussi. Il y a énormément de possibilités. C'est une équipe en fait, c'est un peu Arsenal dans le sens où c'est une équipe solide défensivement qui se connaît très bien et qui offensivement va faire énormément le taf. La seule, on va dire, interrogation, c'est est-ce que oui, ils vont réussir à passer cette ligne haute? Ça, on le sait pas. En Serie A, on l'a pas vu. Contre le Bayern, bah, ils ont galéré un petit peu quand même, hein. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas explosé le Bayern. Et on sait à quel point la ligne haute du Bayern, c'est pas non plus, voilà. Celle du Barça est quand même beaucoup plus Mm. qualitative. Et donc, en fait, ce qui me fait pencher, on va dire ça, c'est que du coup, là, ils sont pas excellents contre les lignes hautes. Et donc, ça va être compliqué de marquer. Comme tu as dit, le Barça a les individualités quand même de son côté. Où tu as Yamal qui peut te sortir une mi-temps, Rafinha qui peut t'en sortir une autre, Lewandowski qui peut marquer à tout moment sur les deux matchs, pardon. Donc, le Barça a les individualités et l'Inter, c'est selon moi moins physique, moins athlétique que le Barça. Et ils ont beaucoup de mal là, à gérer la fin de saison. Ils ont perdu hier, c'était hier, je crois, contre Ouais, c'était Bologne, hier. Bologne 1-0 à la dernière minute. Donc, alors, ça veut dire que pour les prochains matchs, ils vont devoir eux aussi mettre l'équipe, le 11 de gala et aller gagner les matchs parce qu'ils sont encore en course pour le titre avec Naples et un petit peu l'Atalanta. Donc, eux, ça va leur être compliqué. Ils montrent parfois des erreurs qu'ils faisaient pas en début de saison. Là, ils montrent qu'ils font des erreurs. Contre le Bayern, on en a vu plein de fois, hein. Contre le Bayern, ils font beaucoup de phases où ils font des erreurs et donc ils se prennent des buts. Et le Barça, c'est souvent là qu'ils profitent justement de ces moments. C'est quand l'équipe en face fait des erreurs. Ils sont cliniques là-dessus, surtout en Ligue des Champions. Donc, c'est tout ça mis bout à bout qui me fait dire, ouais, c'est 50-50 parce que le Barça a des erreurs similaires. La fatigue qui a énormément penché, on l'a vu. D'ailleurs, c'est peut-être même la plus grosse question pour le Barça. C'est est-ce qu'ils vont arriver en forme? Est-ce qu'ils vont arriver avec le physique pour jouer en demi-finale de Ligue des Champions? Donc, je sais pas ce que tu en penses sur le pourcentage. Je dirais vraiment 50-50 et que tout peut se passer. On peut avoir un gros match avec un gros Inter et un Barça perdu, un peu comme le retour contre Dortmund. Mais on peut avoir un match avec le Barça qui arrive en patron et qui, en fait, voilà. Bah, en fait, l'Inter, c'était la marche était trop haute pour le Barça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et moi, je dirais quand même 55-45, mais dans l'idée pour le Barça. Mais dans l'idée, je suis avec toi. J'avais une comparaison. L'Inter, c'est quand même un petit peu comme l'Atlético de cette saison, un peu plus Mm. fort. C'est un petit peu le même délire dans le sens où voilà, tu gardes quand même peut-être un peu ta philosophie défensive, peut-être. Mais t'as des milieux qui sont très forts et des attaquants qui sont très forts, des joueurs sur les côtés qui sont très forts aussi. Donc c'est un petit peu le même délire, même si voilà, tu relances pas de la même manière et tout. Tu as parlé aussi de la fatigue. Quand même, ne pas oublier que effectivement l'Inter a perdu là et doit jouer du coup en série, la Serie A à fond. Mais ils ont aussi, comme le Barça, la Coupe d'Italie à jouer à fond. Et ils ont déjà eux aussi des blessés. Ils ont Mkhitaryan qui complète le milieu à 3 avec Çalhanoğlu et Barella qui est blessé. Ils ont Dumfries qui est blessé, c'est aussi une grosse perte. Et je crois que Pavard contre le Bayern, ou en tout cas il n'y a pas trop longtemps, s'est blessé aussi. Marcus Thuram Donc qui est incertain aussi, hein. Marcus Thuram aussi, qui est, je crois que le match aller, je sais pas si c'est mort pour lui, mais en tout cas c'est très compliqué. Mais les quatre, je crois que le match aller c'est chaud pour eux. Donc ouais, ce match aller à Montjuic, attention. On sait que c'est deux équipes qui vont forcément marquer, j'ai l'impression. Je vois ouais, en tout cas à ce niveau-là, c'est deux équipes qui marquent. Quand tu les affrontes, en tout cas sur deux matchs, tu sais qu'elles vont t'en mettre au moins un. Ça, c'est sûr, évident. Donc en fait, la qualité va surtout résider dans le fait de la puissance offensive. L'équipe qui va en mettre le plus à l'autre, c'est celle qui va gagner. Donc il faudra être clinique, il faudra ne pas choke, il faudra marquer ses actions. Et donc il faudra un Lewandowski qui n'est peut-être pas là pour le match aller. Mais en tout cas, un Rafinha qui lui est le joueur clutch de cette saison en Ligue des Champions, avec un grand Yamal, ça qu'il faudra. Pareil pour l'Inter, il faudra un Thuram qui n'est peut-être aussi pas là pour le match aller, ou en tout cas un grand Lautaro qui fait les bonheurs de l'Inter ces derniers temps. Donc en fait là, c'est vraiment le match de l'attaque, j'ai l'impression. Hmm. Et le truc, c'est que... Et un petit peu du milieu, parce Ouais, qu'on bien a sûr. quand même potentiellement deux des top 3, top 4, top 5 milieux du monde qui s'affrontent. Hmm. Bah, En- si on parle juste du milieu, l'entité milieu, c'est peut-être même les deux milieux, meilleurs milieux Possible, du hein. Il y a monde. le Donc, PSG. il y a le PSG, bah, même Arsenal d'ailleurs, Quand autres même. demi-finalistes. Ouais, ah, Mais, j'avoue. mais c'est quand même les en tout cas, deux des meilleurs Ouais, ça milieux c'est du sûr. monde. Et oui, c'est ça qui va en faire partie. Surtout qu'Olmo, il peut être catégorisé comme faux neuf au match aller si c'est pas Ferran. Donc, il y aura un peu ce truc-là. Oui, il y aura la bataille du milieu, c'est vrai. C'est vrai. Après, j'ai l'impression que le Barça du coup, a plus d'armes. En tout cas, des armes qui sont plus fonctionnelles. Et c'est pour ça, ouais, 55-45, c'est pas mal. Je garderai quand même 50-50 parce que, honnêtement, c'est pour moi, à ce niveau-là de la Ligue des Champions, 55-45, juste ces 5% là, il faut que ce soit clair. Et c'est pas clair à 100%. Hmm. Donc, je garderai ce 50-50. En tout cas, jusqu'au match retour. Je pense qu'on a tout dit, Sacha. Je suis d'accord. Les Oh, prédictions, peut-être. bah, vas-y, On les refera plus tard. je te laisse commencer si tu veux, mais Moi, je pense quand même que le Barça va se qualifier en finale. Je pense que l'Inter, c'est tellement trop gros que c'est le piège que, en fait, ça le sera pas. Et j'ai peur que le match aller fasse, peut-être pas exactement comme Dortmund, c'est chaud quand même de penser ça, mais j'ai peur que le match aller tourne un peu trop en faveur du Barça et que tu finisses sur un score qui est trop gros pour le remonter à l'écart, parce que même un 3-1, c'est compliqué de remonter ça face au Barça. Donc voilà, je pense que le Barça va passer. ok, compréhensible. Surtout que j'ai beaucoup dit que, et je le pense toujours, celui qui se qualifierait au sortir de ce match prendrait la Champions. Pour moi, c'est la finale avant l'heure. C'est la finale qui aurait dû se jouer peut-être. En fait, c'est surtout pour l'Inter que je dis ça parce que si l'Inter arrive à sortir le Barça, on va dire un beau Barça quand même, hein, c'est sûr que s'ils arrivent carbo et que ça joue pas, je comprendrais. Mais là, si l'Inter arrive à sortir ce Barça-là, ça veut dire qu'ils peuvent sortir n'importe qui et qu'ils l'ont prouvé et que du coup, pour moi, le Barça est la meilleure équipe, en tout cas sur un terrain de foot que le PSG et qu'Arsenal cette année. Ils l'ont plus prouvé aussi. Donc si l'Inter arrive à sortir ce Barça-là, bah,
je me fais pas trop de mal pour eux en finale. Et le Barça, je me dis que il serait sur un nuage en fait après ce match. Tu arrives en finale en ayant facilement peut-être pas, mais en tout cas en ayant sorti un bel Inter que où tout le monde te disait attention, c'est peut-être ta kryptonite, on sait pas trop de quoi ils sont capables, ça joue bien à la relance, ça c'est peut-être se piéger le piège en jeu. Attention et au final tu les bats donc ils auraient la confiance avec eux. Sinon mon vrai prono en fait, c'est impossible à dire parce que soit je te réponds je peux pas te répondre l'Inter parce que je le pense pas et en même temps j'ai envie de te dire le Barça mais c'est impossible. Est-ce que c'est mon cerveau qui me dit le Barça parce que voilà, je peux même pas vous répondre. Moi je vous dis 50-50 et Il veut juste pas se tromper. on se dit on se dit après les demi. De toute façon, le Barça et je le disais déjà quand on a eu les tirages et tout il devait juste aller en demi. C'était obligatoire d'aller en demi. Tu sors en demi, oui, c'est chiant, ça va faire mal au cœur parce que cette saison, elle sonne un petit peu comme c'est celle-là ou jamais. Parfois, j'ai peur sur le fait que on dirait que ce niveau va pas le tenir indéfiniment. Donc, il va falloir tout prendre quand on pourra tout prendre. Je sais pas si la saison prochaine on sera aussi fort. J'ai vraiment l'impression que c'est une saison de cette année là, à court moyen terme où on aura ce niveau-là là, donc faudra en profiter. Mais si on sort en demi, bah on a déjà fait un exploit, on a atteint l'objectif qu'on s'était donné en début d'année, bah l'objectif qui paraissait déjà inatteignable. Donc parfait. Et non, je dirais 50-50 et on verra à l'issue des deux matchs. Et ben écoute, merci Sacha d'avoir été Merci avec à moi toi. pour ce El Clasico 21 encore, à la semaine prochaine C'est moi qui vais préparer. pour le 22e. Et Dégoûté. passer vous savez, la semaine prochaine, on parlera du Classico, du coup, hein, dans le prochain Classico. Il y aura ce Classico qui aura eu lieu bah, la veille. Et évidemment, une heure avant le match, on organisera un live d'avant-match entre le Classico de Coupe d'Espagne, de finale de Coupe d'Espagne. Donc soyez à l'affût. On sera là, on fera un petit avant-match quand on aura les compos, on lancera le live et on en discutera aussi par rapport aux résultats du Barça et du Real contre Getafe et Mallorca. On verra tout ça, très très hype à dimanche et la semaine prochaine, Sacha. À dimanche, Axel.